Alors les amis, dans cette vidéo, on va parler du commencement de preuve par écrit. Le commencement de preuve par écrit, évidemment, vous allez le voir dans le thème de la preuve, souvent dans le cours d'introduction au droit. C'est un thème hyper important parce que ça fait souvent l'objet de cas pratiques. Alors, avant de rentrer dans le cours, imaginez, pour que puisse vous mettre un petit scénario en tête, imaginez que vous faites confiance à votre meilleur ami qui a besoin d'argent et vous décidez d'accepter de lui prêter 3 000 euros. Vous lui prêtez 3 000 euros et bon, vous connaissez un peu votre ami, il a une petite tendance à pas trop rendre l'argent, mais vous lui faites quand même confiance. Mais vous vous dites, bon, on va faire un écrit pour officialiser un peu tout ça. Vous faites un écrit, vous pensez faire les choses bien, mais vous oubliez, par exemple, vous notez que la somme en chiffres ou que la somme en lettres sur le papier, la somme qu'il vous doit, et vous faites votre acte, voilà. Quelques mois se passent, vous demandez le remboursement, et là, votre ami vous dit, non, finalement, je ne vais pas te rembourser, de toute façon, tu m'as jamais prêté de l'argent. Bon, comment vous faites? Techniquement, vous seriez embêté et grâce au commencement de preuve par écrit, vous allez peut-être pouvoir vous en sortir et peut-être pouvoir réclamer l'argent que vous avez prêté à votre ami. C'est tout l'intérêt du commencement de preuve par écrit, c'est de permettre de prouver dans des cas où on a un acte juridique, soit qui n'existe pas, soit qui n'est pas valable. On va parler de ça tout de suite, c'est parti. Alors, le commencement de preuve par écrit. On commence toujours par les définitions. Donc, je vous invite à aller regarder dans votre code civil parce que c'est très clair, en fait, tout le thème de la preuve et notamment le commencement de preuve par écrit dans votre code. Donc, le commencement de preuve par écrit, vous allez le trouver dans un chapitre qui concerne l'admissibilité des modes de preuve. Euh, Souvent, vous aurez le même titre dans votre cours sur la preuve et qui est lui-même dans un titre 4 qui s'appelle de la preuve des obligations. Vous voyez, il y a quand même une logique. Je vous ai mis ici le plan ici, de Légifrance, mais voilà, comme ça vous savez à peu près où c'est situé. Vous voyez, c'est logique, hein. Souvent vous avez, je vous dis, à peu près le même plan dans votre cours magistral. Alors comment on le définit juridiquement? Le commencement de preuve par écrit, c'est un écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qui le représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Alors, traduction en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un écrit qui vient de votre adversaire, qui vous donne raison. C'est ça un commencement de preuve par écrit. Et pour le dire encore plus concrètement, c'est un écrit qui, rédigé par votre adversaire, qui dans lequel il accepte, dans lequel par exemple, là si on reprend l'exemple des 3 000 euros, il vous dit, «J'avoue que tu m'as prêté 3 000 euros». C'est ça un commencement de preuve par écrit. Vous allez voir, vous allez comprendre un peu plus après. Alors pour bien comprendre dans quel cas on a recours au commencement de preuve par écrit, il faut que je vous réexplique un petit peu, si c'est pas clair pour vous, où ça se situe un peu dans le thème de la preuve. Quand vous êtes dans le thème de la preuve, vous avez 3 sous-thèmes et souvent vous le voyez en plusieurs cours, hein. Que prouver d'abord? C'est l'objet de la preuve. Alors ça, c'est pas, forcément ce sur quoi on va vous interroger en cas pratique, il y a pas beaucoup de choses là-dessus. Ensuite, qui doit prouver? Donc ça, ce sera toujours dans vos cas pratiques, c'est la question de la charge de la preuve. Donc avant même de se demander comment on prouve, on se demande: «Qui doit prouver?» Si on n'a pas de preuve, si un demandeur n'a pas de preuve, il ne peut pas obtenir satisfaction. C'est la preuve, c'est vraiment la première étape du procès, il faut réussir à prouver. Donc qui doit prouver? C'est la question de la charge de la preuve. Est-ce que c'est le demandeur? Est-ce que c'est le défendeur? Il y a des règles là-dessus. Ensuite, on a comment prouver. Ça, c'est ce qui nous intéresse ici. Ce sont les modes de preuve. Parce que vous allez voir qu'en fonction des matières, vous savez peut-être déjà, hein, mais en fonction des matières, les règles sur les modes de preuve, l'admissibilité des modes de preuve, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit prouver, une fois qu'on a déterminé la charge de la preuve, vont changer selon les matières et on a des règles qui vont être plus ou moins complexes. Donc la notion de commencement de preuve, comme je vous dis, ça se rapporte au thème des, et vous allez comprendre pourquoi, au sous-thème des modes de preuve. Pourquoi le commencement de preuve par écrit, c'est aussi important? Le système de la preuve, donc des modes de preuve applicables, va dépendre de la matière. Donc vous avez des matières, par exemple en droit commercial, en droit social, si en droit pénal, où la preuve par tout moyen est admise. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir prouver un acte juridique, donc comme par exemple un contrat de vente ou un fait juridique, on peut les prouver. On n'a pas de règles qui vont venir restreindre, enfin, il y en a quelques-unes, mais on va pas exiger qu'on ait un contrat officiel, un acte authentique, un acte sous seing privé pour prouver quelque chose, par exemple, quand on est en droit commercial entre 2 commerçants. Donc on va pouvoir, fournir des échanges d'emails, des échanges de courriers et cetera. Ce ne sont pas des actes authentiques, on va pouvoir fournir ça. Pourquoi? Parce que la preuve est libre dans ces matières. Mais en droit civil, la preuve n'est pas libre. On a un système particulier.
Quand vous êtes en droit civil, donc on quitte le droit commercial, on quitte le droit social. Quand vous êtes en droit civil, la preuve des faits juridiques est libre. Donc on peut prouver un fait juridique comme on veut. Donc un fait juridique, ça va être par exemple si, on est en droit de la responsabilité, qu'on veut prouver une faute, la faute, on va pouvoir la prouver par tout moyen puisque c'est libre. En revanche, si on veut prouver un acte juridique, donc imaginez, si on reprend l'exemple de l'introduction, on veut prouver que on a prêté 3 000 € à un ami. C'est bien un acte juridique, c'est un contrat de prêt qu'on a fait. Comment on fait pour prouver ça? Et ben là, ça va dépendre. Si on est face à un acte juridique, la règle, c'est que si l'acte est supérieur à 1 500 €, la preuve écrite est obligatoire. À l'inverse, si l'acte est inférieur à 1 500 €, dans ce cas-là, la preuve est libre. Donc j'espère que vous comprenez. D'abord, on regarde la matière. Si on est en droit, commercial, par exemple, preuve est libre. Ensuite, si on est en droit civil, on distingue d'abord fait juridique, preuve est libre, acte juridique et acte juridique, si c'est plus de 1 500 €, on refait une branche. Dans ce cas-là, là, il va falloir prouver, la preuve n'est plus libre, il va falloir prouver par un acte authentique, un acte sous seing privé ou un acte, sous signature privée contresigné par avocat, donc des actes, qui répondent à une forme particulière. Si l'acte juridique est inférieur à 1 500 €, la preuve est libre. C'est vraiment important que vous ayez en tête, un petit peu ces branches-là. Il faut le voir vraiment sous forme de carte mentale pour, voir les différentes hypothèses. Et évidemment, hein, souvent en cas pratique, on va vous interroger sur des actes juridiques supérieurs à 1 500 € pour, faire travailler là-dessus. Donc, si on est sur un acte juridique supérieur à 1 500 €, vous devez nécessairement, c'est comme ça, c'est les modes de preuve qui sont, réglementés par acte authentique, par acte sous seing privé ou par acte sous signature privée contresigné par avocat. Mais, et c'est là où vous allez comprendre le lien avec le commencement de preuve par écrit. Même si on est dans l'hypothèse, donc on est dans l'hypothèse, on doit prouver un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1 500 €. On va pouvoir échapper à ça. C'est-à-dire, imaginez, si on reprend l'exemple que je vous ai dit en introduction, vous avez prêté 3 000 € à votre, ami. Donc là, on est dans cette situation-là, acte juridique supérieur à 1 500 €. Donc techniquement, vous devez avoir un acte authentique valable ou un acte sous seing privé, et cetera. Un acte qui répond à des formes particulières. Imaginez que, comme je vous ai dit dans l'introduction, vous avez fait un acte, mais qu'en fait, il n'est pas valable. Il n'est pas valable parce qu'il n'y a pas toutes les mentions obligatoires, la forme ne correspond pas. On en reparlera, juste après. Comment vous faites? Et ben là, c'est là où le commencement de preuve va pouvoir intervenir. En fait, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez, première exception, en cas d'impossibilité de produire un écrit. Deuxième exception, en cas de perte par force majeure. Troisième exception, en cas, d'exception qui est prévue par convention, par contrat. En cas de copie fidèle et durable et enfin, en cas de commencement de preuve par écrit. Donc en fait, vous voyez, quand, vous n'avez pas fait d'écrit, valable ou pas fait d'écrit du tout, c'est, pour le dire un peu vulgairement, c'est un peu la sauce et comme c'est la sauce, vous allez pouvoir compter sur ces différentes exceptions pour essayer de sortir de la sauce et le commencement de preuve par écrit, bah, il va nous aider à comment dire? À corriger ce problème-là. Donc, on nous dit: «Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit collaboré par un autre moyen de preuve» et on va revenir là-dessus. Donc là, c'est l'exemple que je vous ai donné. Bon, je vous laisse mettre pause si vous voulez et lire l'exemple, mais on vient d'en parler. Alors, maintenant que vous avez compris et qu'on a donné la définition de ce qu'est un commencement de preuve par écrit. 2 secondes. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter, ça nous aide beaucoup. Deuxième chose, si vous voulez aller plus loin, sachez qu'on a une plateforme complète sur laquelle vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des matières fondamentales pour la L1, la L2 ou la L3. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. On peut reprendre tout de suite la vidéo, c'est parti. Évidemment, il y a des conditions pour pouvoir se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit. Des conditions, il y en a 3. Si ces conditions sont satisfaites, et vous allez devoir les vérifier en cas pratique, si ces conditions sont satisfaites, on va pouvoir qualifier un écrit de commencement de preuve par écrit. Et si vous le qualifiez de commencement de preuve par écrit, ça vous permettra après, à certaines conditions, de pouvoir, comment dire? Apporter la preuve, de ce dont vous vous, prévalez. Alors ces conditions, vous pouvez retenir les 3 commandements du commencement de preuve par écrit. Premier commandement, qui sera la première condition, tu auras un écrit. Donc il faut avoir un écrit.
Deuxième condition, cet écrit émanera de ton adversaire et pas de toi, petit tricheur. Il émanera de ton adversaire. Et troisième condition, cet écrit rendra vraisemblable le fait allégué. Donc, si vous avez ces trois commandements, ces trois conditions, on peut qualifier de commencement de preuve par écrit. Donc, première condition, il doit s'agir d'un écrit, c'est une condition de forme. Cette notion d'écrit est extensive, c'est-à-dire que tout document qui matérialise une pensée par des signes graphiques, manuscrit, dactylographié ou imprimé est bon. Donc on peut y inclure vraiment plein de choses, les correspondances, les factures, les bons de commande, les messages électroniques, donc messages WhatsApp par exemple, hein, carte de visite jointe à une feuille papier, les courriels, etc. Ça peut vraiment être plein de choses. Deuxième condition, l'écrit doit émaner de la personne à qui on l'oppose, c'est-à-dire du défendeur à la preuve ou de son mandant. Donc ça, c'est logique. Vous devez invoquer un écrit, mais l'écrit ne peut pas venir de vous. Si vous vous dites: «Ah mais j'ai mon propre écrit à moi, regardez, j'ai marqué qu'il me devait 3 000 €». Oui, mais c'est bien, mais en droit, on a un grand principe qui est, le principe: «Nul ne peut se constituer de titre à soi-même». Vous ne pouvez pas vous constituer vos propres preuves et vous comprenez pourquoi? C'est logique, sinon chacun, se fournirait ses propres preuves qui pourraient valoir en tant que commencement de preuve par écrit pour réclamer de l'argent, à des personnes qui en ont. Et enfin, troisième condition, l'écrit invoqué doit rendre vraisemblable le fait allégué. Donc les deux premières conditions, c'était plutôt des conditions de forme, et là, on a une condition qualitative. Alors comment on fait pour savoir si l'écrit rend vraisemblable le fait allégué? Là, c'est un point qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Donc quand vous avez ça, l'appréciation souveraine des juges du fond, c'est-à-dire que la Cour de cassation ne va pas contrôler l'appréciation qui a été retenue par les juges du fond ici. Ça relève vraiment des juridictions de première instance ou des cours d'appel s'il y a eu un appel. Donc concrètement, là, comment va raisonner le juge? Il va regarder est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pertinent de prendre en compte cet écrit? Est-ce qu'il rend vraisemblable le fait allégué? Donc c'est une condition qualitative qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Alors, quelques exemples de commencement de preuve par écrit. On a les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, ça c'est prévu par la loi, ou son refus de répondre ou son absence à la comparution, la mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public. Et après, on en a plein surtout en jurisprudence. Donc, les actes préconstitués irréguliers. Alors, vous êtes souvent interrogé là-dessus en cas pratique. Vous savez, alors peut-être qu'on en reparlera après, mais vous savez, souvent, vous allez avoir, donc par exemple pour un prêt là d'une somme d'argent, vous allez avoir un acte sous seing privé qui va être conclu. C'est ce dont je vous parlais en introduction. Vous prêtez à votre ami de l'argent, mais c'est votre ami. Voilà, vous n'êtes pas forcément dans l'administratif, dans les papiers, et vous faites pas les choses bien. Par exemple, pour ce qui concerne les sommes d'argent, vous devez marquer la somme prêtée en chiffres et en lettres. C'est un article du Code civil qui nous dit ça. Si vous oubliez par exemple de mettre la somme en lettres, en fait cet acte sous seing privé est irrégulier. C'est les actes préconstitués irréguliers, c'est ça. Et donc, comme il est irrégulier, vous pourrez pas prouver. Normalement, on est dans la preuve légale, c'est-à-dire on doit prouver un acte juridique supérieur à 1 500 €, donc il nous faut un acte sous seing privé ou un acte authentique, mais qui n'est pas irrégulier. Mais là, il devient irrégulier. Donc, comment on fait? On peut essayer de s'en prévaloir pour qu'il puisse valoir, commencement de preuve par écrit. On peut avoir donc des reconnaissances de dette sans mention chiffrée manuscrite, donc c'est ce dont je vous parlais. Certaines cours d'appel sont allées jusqu'à reconnaître qu'un SMS valait commencement de preuve par écrit, à condition qu'il rende vraisemblable le fait allégué. Évidemment, c'est la condition. Donc ce que je vous disais, en cas pratique, vous avez des sujets qui vont évoquer une personne qui doit prouver un acte supérieur à 1 500 € avec un acte sous seing privé qui est non conforme. C'est très, très fréquent dans les cas pratiques. Voilà, c'est ici. Donc ça, c'est, je crois de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est l'article 1376. Alors peut-être qu'il est après? Non. Article 1376 du Code civil, vous pouvez aller le voir, hein, qui parle de l'acte sous seing privé. En fait, vous avez, dans le Code civil, vous avez une partie sur, l'acte sous seing privé, et on vous dit, les conditions de forme, et cet article 1376, sauf erreur de ma part, allez vérifier quand même, vous dit que, il doit comporter la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme, et cetera. Et donc, imaginez, vous avez le cas pratique, vous voyez qu'il n'y a pas cette mention-là, c'est un acte sous seing privé, mais qui ne répond pas aux conditions de forme, donc qui est irrégulier. Peut-être que vous allez quand même pouvoir utiliser ça, si vous êtes malin, pour le qualifier de commencement de preuve par écrit. Donc vous allez devoir vérifier les 3 conditions qu'on a vues, les 3 commandements du commencement de preuve par écrit. Donc une fois que vous avez qualifié ça, donc je reprends, c'est vraiment pour que vous ayez le schéma en tête. Imaginez, vous êtes en cas pratique. D'abord, on regarde la matière.
vous regardez, si c'est en droit commercial, la preuve est libre, on ne se prend pas la tête. Vous êtes en droit civil. Vous êtes en droit civil, on va distinguer. Est-ce que c'est un fait juridique? Si c'est un fait juridique, vous devez prouver par exemple une faute pour engager la responsabilité civile d'une personne. On est sur un fait juridique, preuve libre. Maintenant, vous devez prouver un acte juridique. Deuxième hypothèse, acte juridique, là, vous distinguez, est-ce que c'est plus ou moins de 1500 euros? C'est moins de 1500 euros, preuve libre. On ne se prend pas la tête. Plus de 1500 euros, il faut un acte authentique ou un acte sous seing privé. Donc là, imaginez, vous avez dans votre cas pratique quelque chose qui pourrait peut-être valoir acte sous seing privé ou acte authentique, mais vous voyez en lisant le cas pratique que il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'aller sur la forme. Vous allez vérifier si l'acte authentique, l'acte sous seing privé ou l'acte contresigné par avocat est valable ou pas. Donc vous vérifiez et vous voyez qu'il n'est pas valable, donc vous vous dites bon, on va peut-être quand même pouvoir s'en servir et en faire un commencement de preuve par écrit. Vous regardez, première condition, deuxième condition, troisième condition. Si vous voyez que vous pouvez appliquer ces 3 conditions, qu'elles sont satisfaites pour en faire un commencement de preuve par écrit, bon bah c'est bien, on a le commencement de preuve par écrit. Mais c'est pas fini. Quand on est à cette étape-là, si vous voulez, c'est comme si on était un peu à l'entrée. Vous êtes au restaurant, c'est l'apéritif, c'est l'entrée. Après, il faut compléter par autre chose. Et c'est tout l'intérêt du commencement de preuve par écrit, mais c'est quand même moins bien que si vous aviez directement un acte authentique ou un acte sous seing privé, c'est que le commencement de preuve par écrit ne se suffit pas à lui-même. C'est pas parce que vous avez le commencement de preuve par écrit que vous allez pouvoir prouver le fait allégué. Vous allez devoir, enfin l'acte en l'occurrence allégué, vous allez devoir compléter ce commencement de preuve par écrit par d'autres éléments de preuve qui seront appréciés souverainement par les juges du fond. Donc, ils vont devoir se fonder, les juges du fond, et vous allez devoir apporter des éléments extérieurs au commencement de preuve par écrit. On parle d'éléments de preuve extrinsèques. Retenez cette notion. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter? Ça peut être un aveu extrajudiciaire, ça peut être des témoignages. Si, imaginez, on vous dit dans le cas pratique, c'est fréquent aussi, on vous dit, vous avez un troisième ami, si on reprend l'exemple en introduction, vous avez un troisième ami qui a assisté à la scène au moment où il vous disait, au moment où vous parliez de je vais te prêter 3000 euros, etc. Vous pouvez peut-être, pour compléter ce commencement de preuve par écrit, demander, solliciter le témoignage d'une personne qui a assisté à la scène. Ça peut être des courriels aussi, donc imaginez, vous avez des échanges de courriels qui parlent de la somme que vous avez prêtée, etc. Bref, là, c'est le moment de mettre tout ce qu'on a, tous les indices, on les donne au juge. De toute façon, ils vont en faire une appréciation souveraine, c'est-à-dire, encore une fois, ce ne sera pas contrôlé par la Cour de cassation. Mais voilà, il faut compléter ce commencement de preuve par écrit par le plus d'indices possible. C'est pour ça que je vous dis, le commencement de preuve par écrit, c'est super parce que ça peut vous permettre de prouver. Donc, on n'est pas complètement bloqué. Sinon, en fait, sans commencement de preuve par écrit, on aurait un acte authentique, par exemple, qui serait pas valable. Bon, c'est mort, on peut plus prouver, et voilà, on peut pas récupérer notre argent, pour ce qui concerne notre exemple. Donc ça permet d'éviter cette situation, mais c'est pas non plus le Graal, parce que une fois qu'on a le commencement de preuve par écrit, déjà, il faut qu'il soit reconnu en commencement de preuve par écrit, ce qui n'est pas toujours sûr. Il faut en plus, après, apporter des indices, des éléments de preuve extrinsèques. Et donc, il faut avoir quand même, de quoi fournir comme preuve au juge. Voilà, donc pour ce commencement de preuve par écrit, alors si on reprend, donc on l'a défini, on a vu l'utilité, j'espère que vous avez bien compris ça, ça permet de comprendre la suite. Les conditions, je vous l'ai dit, première condition, ça doit être un écrit, c'est une condition de forme. L'écrit doit émaner de la personne à qui on l'oppose, condition de forme aussi. Et troisième condition, plutôt une condition qualitative, c'est l'écrit invoqué qui doit rendre vraisemblable le fait allégué. Je vous ai dit que ça relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond. On a vu les effets du commencement de preuve par écrit. Et les effets, c'est que ça vous permet de prouver l'acte juridique que vous n'auriez pas pu prouver. Mais pour ça, il faut apporter des éléments de preuve extrinsèques afin de prouver l'acte juridique, et donc il va falloir compléter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le commencement de preuve par écrit. Bon courage pour vos révisions. Bye.